Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Everest Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative comme celle-ci, accès à la watchlist, la communauté privée, ainsi que les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes, d'accord, ainsi que les notes de suivi, plus les notes de suivi sur les entreprises précédemment mentionnées. Donc, il ne s'agit pas juste de présenter une entreprise, mais également, il faut faire le suivi tant que le scénario de départ et la thèse d'investissement de départ est toujours d'actualité. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, vous pouvez la voir, on l'a fait dernièrement sur Enphase et d'autres entreprises. Tapez juste note d'analyse Top Invest. Et pour ceux qui sont intéressés par aucun des services, d'accord, vous avez toujours la Top Newsletter où vous pouvez faire des demandes, enfin, où vous recevez des notes d'analyse sectorielles. OK? Donc, on y va directement au niveau de Everest Group. Je ne la connais pas. Et ce qui est intéressant pour moi ici, quand je commence, généralement, c'est voir quel est le secteur d'activité et l'industrie. Par rapport au secteur d'activité, secteur financier, OK. Mais je sais que secteur financier, il y a énormément d'entreprises qui peuvent rentrer. Maintenant, est-ce que ce sont des bancaires, compagnies d'assurance? Est-ce que nous avons ici des vendeurs de logiciels? Est-ce que nous avons ici des vendeurs de conseils, des entreprises de services, donc vendeurs de conseils, etc. Donc, ici, je vois assurance. Maintenant, dans assurance, je sais également qu'on a plusieurs types d'assurance. On a peut-être les brokers, OK, donc essentiellement la force de vente. On a également de la réassurance. On a également l'assurance ici dans le terme assurance santé. On a également ici assurance, enfin après on a assurance vie, assurance, comment on appelle ça encore, assurance dommage, etc. Et chaque type d'assurance se comporte d'une certaine manière. OK? Donc, ici on voit assurance. Au niveau de la description, on a réassurance, assurance dommage. Dès que je vois réassurance, assurance dommage, le plus important pour moi, c'est le book value. C'est le tangible book value. Je dis bien, c'est le plus important pour moi. C'est le tangible book value. Et maintenant, on va donc aller sur cette compagnie-là. La première chose que je vais regarder, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. C'est le cas. Il ne s'agit pas juste de regarder la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, je marque que oui, c'est croissant. Mais quand je lis les rapports financiers, je dois savoir pourquoi est-ce que ces revenus sont croissants. C'est très important. Est-ce qu'on fait des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? Je peux regarder ici rapidement. Est-ce qu'on a eu à faire des acquisitions par le temps? Pas énormément, mais ça ne veut pas dire qu'on a toute la vérité sur cet agrégateur. Toujours aller vérifier dans les rapports financiers la raison pour laquelle on a une croissance des revenus. Ensuite, la marge brute, je ne la regarde pas souvent sur les compagnies d'assurance. Ce n'est pas utile. OK. Je passe directement à la marge nette. Donc ici, on regarde les bénéfices nets. Et il faut savoir une chose, une compagnie d'assurance doit toujours faire de l'argent. Une compagnie d'assurance bien gérée doit toujours avoir des bénéfices nets. OK? Quand on commence à avoir des bénéfices nets négatifs, ça veut dire ici qu'on va devoir aller puiser dans les caisses. Et une compagnie d'assurance, il y a plusieurs manières de rapporter de l'argent. Soit avec les premiums. Donc, quand je dis premium ici, faites attention. Les premiums ici, c'est à peu près les frais que vous payez à vos compagnies d'assurance lambda ici. D'accord? Mais le premium en question, il faut toujours aller regarder au-dessus, en dessous. Il faut toujours enlever, généralement ici, les charges liées aux différents dommages qui ont été payés aux différents clients ici. D'accord? Donc, on va voir ici le net à la fin. OK? Ensuite, il y a des revenus issus des investissements. Enfin, je le répète même à chaque fois sur chacune des vidéos concernant les compagnies d'assurance. Donc, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une sur Arch Group ici. Je vous encourage à aller la regarder. Donc, c'est celle, je me rappelle d'avoir parlé en profondeur sur des compagnies d'assurance sur Arch Capital Group. OK? On va aller regarder cette vidéo-là. Donc, moi, je vais faire juste le constat sur Everest Group. Donc, Everest Group, ici, je constate une chose. Et je vais surtout aller regarder la médiane. Les compagnies d'assurance, si elles sont bien gérées, elles n'ont pas énormément de dettes. Et deux, elles ont généralement un pricing power. Donc, ça veut dire que même en période difficile, après avoir traversé une période difficile, elles peuvent augmenter le prix, surtout si le risque ici est élevé. Enfin, d'accord, si elles remarquent que les risques sont de plus en plus élevés dans son portfolio ici on va dire ici, sur les différents ici, polices d'assurance qu'elle propose. OK? Donc, ici, sur les 20 dernières années, on a 639 millions. Sur les 10 dernières années, on a 959 millions. Je prends toujours la médiane. OK?
sur les 5 dernières années, on a 662 millions. Qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 dernières années? Pourquoi est-ce que je vous ai toujours dit qu'une compagnie d'assurance doit toujours apporter de l'argent et une compagnie d'assurance bien gérée doit toujours avoir le même niveau de bénéfice net au moins. D'accord? On peut avoir des périodes exceptionnelles où on perd de l'argent, on ne gagne pas beaucoup d'argent, d'accord? Mais il faut toujours aller vérifier pourquoi. Or, ici, on a 5 ans où on a à peu près aux alentours de 500 à 600 millions. C'est bien, c'est toujours beaucoup, c'est toujours de l'argent. Mais c'est 300 millions en moins par rapport à la moyenne. Et sur les dernières années, on arrive à peu près à une certaine remontée. Et clairement, ici, sur le dernier trimestre, enfin sur les 12 derniers mois, on a à peu près du 2 milliards 200. Les compagnies d'assurance investissent également. Donc, il y a une part ici de leur portfolio, ici, une part des bénéfices qui proviennent ici des revenus issus on va dire ici, des intérêts qu'elle perçoit sur ces différents placements. OK? Et il faut vraiment voir ici quels sont des placements en majorité en obligation. Donc, si les taux d'intérêt augmentent, d'accord, et que le portfolio de prêt est bien positionné, le portfolio obligatoire est bien positionné, elle aura tendance à rapporter beaucoup plus d'argent parce qu'elle a un coussin financier ici énorme. OK? Donc, il ne faut pas ici se dire oh, on gagne 2 milliards, c'est sous-évalué. Non. Le problème, c'est est-ce que ça va continuer? C'est ça le véritable, c'est ça la bonne question. Et quand je prends à peu près cette composante, on a 9 milliards 600. C'est bien, sur les 3 dernières années, on a gagné beaucoup d'argent. On est à peu près à 9 milliards, à 900, excusez-moi, on a à 919 millions. OK? Donc, si je prends ici la moyenne des 10 dernières années à 959 millions. Donc, ça veut dire quoi? Sur les 9, on s'entend qu'on aura tendance à avoir la moyenne, on s'attend à avoir à peu près le même niveau de bénéfice net annuel sur les années à venir. C'est important. On s'attend. Maintenant, il faut comprendre à peu près l'industrie, etc. pour avoir une conviction plus élevée que ça. 959 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices. Je ne paye pas une compagnie d'assurance à plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, j'ai même bien payé aux alentours de 10 fois les bénéfices. Ça fait 14 milliards 385. Moins la dette nette. D'accord? Date d'aujourd'hui. Ça donne à peu près aux alentours de 1 milliard 320. On a une dette nette de 1 milliard 320. Donc, moins 1 milliard 320. Divisé par le nombre d'actions. Et quand je parle du nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On a un nombre d'actions ici qui augmente sur les derniers mois, à peu près sur les 12 derniers mois, on a un nombre d'actions qui augmente. Pourquoi? C'est 2 millions d'actions, mais pourquoi elle augmente son nombre d'actions? Est-ce qu'elle a fait une acquisition ou bien elle manquait de cash ici? D'accord? Mais d'habitude, elle a l'habitude de racheter des actions ici. C'est une bonne chose. Donc, on a 40 milliards 40 millions 500, donc 40,5 divisé par 40,5. Ça donne au total 322 $ l'action. Par rapport au prix actuel à 360, disons 364, pour faire simple, on a à peu près quelque chose ici de légèrement surévalué. Je dis bien légèrement. C'est 11% par là. C'est pas grand-chose. OK? Donc, maintenant, je vais regarder le tangible book value. Ça, c'est la première. On peut l'évaluer de cette façon-là. Mais également, on va regarder l'évolution du tangible book value. Est-ce qu'il augmente dans le temps, avec le temps? Oui. OK. Et là, en moyenne, le marché paye combien de fois les actifs tangibles nets par action sur ce genre de compagnie? On regarde. Je prends la médiane. Alors, ici, on sera 1 pour 1. Et il y a de grandes chances que pour les compagnies d'assurance, que ce soit généralement 1 pour 1. Surtout les compagnies qui ont un segment réassurance, etc. On aimerait payer un prix aux alentours des actifs tangibles nets par action. Enfin, des actifs tangibles nets, d'accord, 1 pour 1. On aimerait payer un prix qui se rapproche de ces actifs tangibles-là. Et on veut des actifs tangibles qui ont tendance à augmenter. OK? J'allais oublier cette partie-là, mais on aimerait également voir le Return on Tangible Equity. Malheureusement, ici, on a le Return on Equity. Ce n'est pas plus grave que ça. Ça peut nous donner une idée générale ici. Et je recherche généralement une compagnie qui peut produire à peu près un Return on Equity supérieur à 10% pour les compagnies d'assurance. Et encore, il faut les comparer à leur secteur d'activité. Et je rappelle toujours que le Return on Equity, c'est très intéressant sur les compagnies financières, mais pas très intéressant sur les compagnies industrielles, etc. Donc, quand on prend le Return on Equity à toutes les sauces, il faut faire attention. OK, il faut toujours normaliser le book value ici. Donc, je peux faire encore le Return on Tangible Equity. Enfin, sur les compagnies d'assurance, compagnies financières, on préfère le Return on Tangible Equity. Sinon, sur les autres entités, on va préférer ici le ROIC ou bien le ROCE ou le ROTCE. Ça dépend, d'accord? Vous pouvez même prendre les trois si vous voulez. Bref,
Ici, on constate que le ROE en moyenne sur les 20 dernières années est de 11%, sur les 10 dernières années 11%, sur les 5 dernières années 7,55%. Et comme je l'ai dit, je veux à peu près qu'il soit supérieur à 10%. Donc, je sais encore que sur les 5 dernières années, il faut aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé sur les 5 derniers rapports financiers. Ce n'est pas grand-chose. Je vais regarder le rapport financier, par exemple, de 2018. Je compare. Je vais peut-être vérifier ici pourquoi est-ce que l'entreprise a eu un ROE moins élevé par rapport à 2017. L'explication est là. Ensuite, je passe à 2017, 2018. Ensuite, je vais regarder également 2020. D'accord? Donc, j'ai juste qu'à taper bénéfice net. Je vais vérifier. On va vous dire que oui, bénéfice était moins élevé par rapport à la période précédente parce que voilà, raison. D'accord? Mais on pense que ça ne va pas durer, etc. Donc, j'écoute des conférences, etc. Mais on voit déjà ici qu'on a à peu près du 10% en moyenne. Donc, quand l'entreprise produit à peu près sur les 12 derniers mois aux alentours de 23%, ça peut être exceptionnel. OK? Donc, quand on regarde dans les actifs tangibles nets par action, Tangible Book Value per share, ça donne combien ici? On a à peu près aux alentours de 256, disons 259 $. OK? Idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours de 259 $. Mais n'oubliez pas, le marché a tendance à payer combien de fois les actifs tangibles nets par action? 1,1 fois. Enfin, il a tendance à payer 1,1. Une fois. Enfin, 1,1 fois, 1 point. Ouais, on va le dire comme ça, d'accord? Je suis fatigué. Donc, 1,1 fois les actifs tangibles nets par action. Et encore, il faut que ces actifs tangibles nets-là aient tendance à augmenter. Donc, ici, si on fait fois 1,1, ici, 1,1 multiplié ici par 259, ici, j'arrondis, ça fait à peu près 285 $. OK? Idéalement, on aimerait l'avoir à ce prix-là. Donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel, on est à un niveau assez élevé. OK? Et quand je dis assez élevé, on est un peu élevé. On va le dire comme ça. Ce n'est pas exagérément élevé, mais c'est un peu élevé. D'accord? Donc, si cette entreprise, on vient la chercher aux alentours ici si elle vient nous chercher aux alentours de 290, 300 $ par là, pourquoi pas? OK? Mais n'oubliez pas également que ce book value-là pourrait continuer à croître. D'accord? Vous avez également la possibilité ici, par rapport aux 9 milliards, aux 959 millions, disons 960 millions ici qu'elle a tendance à produire. Donc, quand on constate par rapport au prix actuel, on a à peu près un rendement potentiel de 6%. Donc, l'entreprise verse un dividende ici aux alentours de 1,92. Donc, par rapport à la moyenne, on est en dessous. C'est très bien. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise aura tendance à augmenter le dividende ici? On va vérifier. Est-ce qu'elle paie un dividende? Oui, elle paie un dividende qui est stable dans le temps. Il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter ici. Mais aujourd'hui, le plafond de verre est à 6% par rapport au prix actuel. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper, mais n'oubliez pas également que ici, les analystes s'attendent à des revenus de plus en plus élevés, des bénéfices nets par action de plus en plus élevés. Donc peut-être qu'on s'attend à ce que la période actuelle dure. D'accord? Et si c'est le cas, ça pourrait complètement changer les choses. Donc, pourquoi est-ce que les bénéfices nets 2023 sont élevés? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à 2024 assez élevé? Et 2025 également. Par rapport à la moyenne qu'on a eue ici, c'est près de 3 fois la moyenne de ce qu'on avait d'habitude. Juste 10 fois les bénéfices ici par rapport à ce qu'on attend en 2025, c'est près de 700 $ l'action. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? C'est vraiment du 50-50. D'accord? On ne peut pas le dire comme ça. On va dire ici que ça dépend. OK? Donc, il faut vraiment aller regarder cette compagnie ici en profondeur. Est-ce qu'elle est donc assez intrigante pour aller regarder en profondeur? Je dirais que oui. Surtout pour les attentes estimées ici. D'accord? Donc, ça pourrait être intéressant à aller regarder. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et comme je l'ai dit ici, ce type de vidéo, les analyses quantitatives, je le fais généralement les demandes d'analyse quantitative, je le fais généralement uniquement pour les abonnés du service Top Premium. OK, donc à partir du mois de l'année prochaine, on aura tendance à le faire en interne et plus sur YouTube. Donc, si ça vous intéresse, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite au cas où le service Top Premium ne nous intéresse pas. Il y a toujours la Top Newsletter où on partage des analyses sectorielles. Et ça, c'est complètement gratuit. Par exemple, si on partage une analyse ici dans le secteur des assurances aux États-Unis, vous aurez tendance à avoir une idée générale par rapport à ce qui se passe. Et les notes d'analyse sectorielles sont basées sur la lecture des rapports financiers d'un ensemble de compagnies dans ce secteur d'activité-là. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.